Bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui peut vous surprendre comme ça, mais qui va s'intéresser au changement climatique, à la géobiologie et aux menhirs. Et évidemment, lorsqu'on parle des menhirs, on parle de la géobiologie sacrée, de savoir un petit peu pourquoi est-ce que nos ancêtres du néolithique ont édifié un peu partout dans le monde, principalement en Europe et en France, tous ces grands éléments. Et pour ça, on va se rendre à un endroit où il en reste encore énormément debout, à Karnak. Allez, on rentre directement dans le vif du sujet pour parler du changement climatique. Le changement climatique, c'est un sujet à la mode. Tout le monde, tout le monde entend parler. Il y a d'innombrables documentaires, programmes, informations sur ce changement climatique qui a de multiples facettes entre la disparition des espèces, entre la disparition des coraux. Et nous, le sujet qui va ici plus particulièrement nous intéresser, c'est celui de l'élévation du niveau de la terre, de la mer, pardon. Là, on voit là par exemple une carte de la côte atlantique, et plus particulièrement on voit l'île d'Oléron et tout ce qui va être Rochefort, et puis quand on va remonter vers La Rochelle, et on voit là toutes les parties rouges qui sont des parties qui vont connaître les conséquences directes du réchauffement climatique à travers l'augmentation du niveau de la mer, et qui vont être des endroits sur lesquels l'eau va pénétrer sur la terre. Et donc la France et l'ensemble des pays du monde, des pays côtiers du monde, vont voir progressivement disparaître une partie de leur côte. Ce réchauffement climatique, c'est un sujet en fait bien plus ancien que ce que l'on voit là. C'est vrai qu'aujourd'hui, on voit ce réchauffement climatique, un réchauffement très brutal dans l'histoire, car il a de la révolution industrielle, au moment où on commence à découvrir l'utilisation massive du charbon pour faire travailler les machines à vapeur et augmenter la production et la productivité de nos différentes entreprises. La particularité de ce réchauffement climatique actuel, c'est qu'il est très rapide. Mais c'est un sujet très ancien. Ce sujet, c'est ceux qui s'intéressent aujourd'hui, ils font de la paléoclimatologie. Ils vont dans les pôles, ils vont aller creuser forêts bien en profondeur, sur des centaines et des centaines de mètres de profondeur, et c'est comme ça qu'ils vont pouvoir faire ressortir un petit peu les différents climats qu'il y a eu au fur et à mesure de l'histoire. Et si on prend une période très ancienne, là, vous voyez, on est de 500 millions d'années jusqu'à aujourd'hui, et ben on se rend compte que des réchauffements climatiques, alors attention au niveau des échelles, hein. Ce qui est en orange là sur la gauche, on est sur 400 millions d'années, hein. Donc on voit des pics, on voit que ça descend, on voit que ça remonte par rapport à un zéro, la petite ligne de zéro qui est la base de référence. On voit après tout ce qui est en vert une grande période de réchauffement climatique, et progressivement une baisse. Vous voyez au niveau le pic du vert là, le pic qui est ici, hein, on est à plus 25 degrés par rapport à une situation à zéro. Et on voit pendant des millions d'années progressivement une baisse de la température de la Terre qui revient à zéro, avec des fluctuations. C'est jamais linéaire, hein, on a des fluctuations sur des milliers et des milliers d'années. Et à partir d'à peu près 20 000 ans avant aujourd'hui, avant maintenant, eh bien, on voit cette période là où on va commencer excusez-moi, la souris est là, on va voir progressivement la Terre se réchauffer pour obtenir la température actuelle. Et on imagine, et vous voyez, c'est là où c'est très impressionnant, c'est le réchauffement brusque. Et c'est ça qui est problématique aujourd'hui, c'est ce réchauffement qui arrive d'un coup. En à peine 100 ans, on a quasiment l'équivalent de quelques milliers d'années précédemment. Donc c'est ce temps qui est très court, et qui fait que les différentes espèces végétales, animales, n'ont pas le temps de s'adapter, hein, parce que c'est un phénomène qui a toujours existé, mais là il est très prononcé, très amplifié par évidemment les gaz à effet de serre émis par l'industrie, émis par l'homme actuel. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est plutôt cette partie bleu clair là, à la fin de ce graphique, qui est la partie la plus récente de l'histoire. Et on va faire un petit détour, tiens, sur l'histoire. On n'est pas obligé de retenir tous ces éléments-là, hein. C'est juste un petit rappel au niveau des dates. Le paléolithique,
débute il y a 3 millions d'années et qui va jusqu'à moins 12 000 ans avant Jésus-Christ. On a une seconde étape après qui est le Mésolithique. Et toute cette période-là, c'est une période depuis le Paléolithique supérieur. Si je vous remontre le schéma précédent, on part d'une période froide et le climat, donc quasiment moins 10 degrés par rapport à ce que l'on connaît, aujourd'hui. Et on va augmenter le climat progressivement à partir du Mésolithique, moins 12 000 ans, et plus particulièrement à partir de moins 10 000 ans. Et en fait, ce dernier réchauffement climatique qu'on a connu, a permis à l'homme du néolithique, celui qui a commencé à construire, à édifier les différents monuments mégalithiques, lui a permis de se sédentariser. La Terre était plus chaude, et comme la Terre était plus chaude, il a réussi à s'installer, à se sédentariser, à vivre à un endroit précis, en vivant dans un endroit précis, en mettant en place un système d'agriculture. On n'est plus face aux cueilleurs-pêcheurs, mais face à un homme sédentarisé qui s'installe, va qui va aller capturer des bêtes pour l'aider dans l'élevage, qui va mettre en place une agriculture, qui va essayer de dominer un petit peu la nature. Eh bien, ça arrive au moment du néolithique, entre moins 10 000 et moins 3500 ans avant Jésus-Christ. Et c'est vers le début, milieu, on estime vers, alors c'est pas exactement précis, on va dire entre moins 7000 ans avant Jésus-Christ, où on commence à voir les premiers édifices mégalithiques que l'on connaît aujourd'hui et que l'on va découvrir plus particulièrement avec des exemples sur Karnak. Pour cela, Karnak et le réchauffement climatique, on va voir ce qu'il en est, et on se retrouve à Karnak avec Quiberon, la baie de Quiberon. Et là, vous allez voir sur ce schéma, donc c'est pour ça qu'on a fait un petit tour sur la fin du Paléolithique, et le petit cercle là que je viens de vous mettre, c'est celui où on va voir la presqu'île de Quiberon et Karnak. On est à la fin du Paléolithique, et on voit que la mer est beaucoup plus reculée que par rapport aujourd'hui. Moins 60 mètres de niveau de mer, par rapport au niveau que l'on connaît aujourd'hui. On continue avec le Mésolithique, là, jusqu'à moins 10 000 ans. On voit progressivement la mer qui remonte. On voit pas encore Quiberon, mais on commence à le deviner. C'est un petit peu plus haut. Et au niveau du néolithique, là où commencent les constructions des mégalithes, eh bien, on voit que la baie de Quiberon commence à s'installer, et on est à moins 10 000 ans. La gros des constructions des mégalithes en Europe s'est déroulé jusqu'en moins 3500, moins 3000, et ce qui veut dire qu'à l'époque gallo-romaine, vers zéro, mais voilà la situation de Quiberon. On voit bien au niveau de Quiberon la presqu'île là, qui le joint, et Karnak qui est juste là. Mais quand on voit cette carte par rapport à celle qui est juste à gauche, là au niveau du néolithique, on se rend compte que la Terre était beaucoup plus avancée qu'aujourd'hui. On a 10 mètres de différence de niveau de la mer. Et ça va se révéler. Et pour ça, on va aller voir un alignement. À Karnak, des alignements, c'est forcément ce qui est en majorité. Les alignements de Karnak, les plus connus, au Ménec. Alors, c'est pas cela qu'on va aller vous faire voir. Il y en a bien d'autres qui sont beaucoup plus accessibles, beaucoup plus impressionnants. Et celui qu'on va aller vous montrer aujourd'hui, c'est l'alignement de Kerdoual. Kerdoual, en fait, il est quasiment dans le bourg de Karnak. Là, vous avez la photo le plan de Karnak, le bourg qui est là avec l'église qui est au milieu. Les alignements sont un petit peu plus hauts, les grands alignements du Ménec qui sont les plus connus. Et nous, là où on va aller, c'est dans la petite baie, là, où on a une petite île, l'île de Stuan, que l'on va retrouver émerger au moment des marées hautes, et que l'on va pouvoir atteindre au moment des marées basses sans se mouiller. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est ce petit alignement là, celui qui est là, celui qui est au bout d'un petit promontoire, rocheux. C'est celui-là qu'on va aller découvrir, et qui s'appelle l'alignement de Kerdoual. Hop, celui qui est là. L'alignement de Kerdoual, je vous le montre d'abord en photo, puis après on va aller directement sur place. En photo, évidemment en marée basse, c'est pour ça qu'on vous parle du réchauffement climatique, c'est que lorsque les hommes du néolithique ont construit cet alignement, ont positionné ces différentes pierres,
eh bien, ils l'ont fait, ils sont pas dit, tiens, je vais attendre la marée basse. Non, ils l'ont fait parce qu'à ce moment-là, là où ils ont posé ces pierres, eh ben, c'était la terre ferme. Et on va voir une première partie de l'alignement avec un grand rocher là qui est au milieu, je vais vous reparler par la suite là dans les différentes vidéos. Et de l'autre côté, voilà ce que ça va donner. Les alignements ne sont jamais des alignements pile droit. Pourquoi est-ce qu'ils ne sont pas pile droit? Parce qu'ils vont suivre un cours d'eau souterrain. On va voir après comment on retrouve avec les baguettes ce cours d'eau. Donc, ce ne sont jamais des choses droites. Et on va comprendre en même temps pourquoi est-ce que les pierres sont tombées. Alors que normalement, vu la taille des pierres, elles devraient pas forcément tomber. Donc là, on voit bien les alignements, les différentes pierres, l'alignement qui commence ici avec les premières pierres qui augmentent au fur et à mesure. On va zoomer un petit peu, tac, et ça va aller là-bas jusqu'au rocher, le rocher de piédestal, et puis après ça va continuer encore de l'autre côté. Comme on peut le voir dans d'autres types d'alignements, même si c'est jamais pile droit, mais ça suit une courbe et ça suit la courbe évidemment de l'eau souterraine, hein, pour aller prendre cette énergie qui est l'énergie particulière de l'eau souterraine qui va ressortir à cet endroit. Allez, on voit ça en vidéo avec le centre des alignements et la pierre de domination. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est ces petites pierres qui sont devant là. Vous les voyez, on voit un petit peu là, ces petites pierres dans un sens. Et on retrouve les mêmes, alors j'essaie de ne pas tomber, les mêmes dans l'autre sens. Là, vous les voyez tout le long. Ces différentes pierres qu'on trouve là qui forment un alignement. Et maintenant, on va continuer un petit peu avec la nature de la pierre, en fait, entre les pierres qui ont servi à l'édification de cet alignement, toutes ces pierres qui ont été posées les unes à côté des autres, par rapport aux pierres qui étaient sur place. De se rendre compte qu'il y a une petite particularité qui nous permet de distinguer les pierres de l'alignement des autres pierres. Les autres pierres, et on verra après celles qui dominent ici. Et quand on les regarde avec un peu plus de détails, on se rend compte que les pierres qui sont les pierres d'origine ici ont tout un tas de trous là, d'éléments qui ont fait qu'elle est en train de se fracturer. On le voit sur l'ensemble des pierres qui sont là. Hop, vous voyez là, c'est vraiment très, très caractéristique. Et en même temps, ça permet de donner une petite indication au passage de comment est-ce que nos hommes, nos ancêtres allaient prendre les pierres pour faire les menhirs ou les dolmens. En fait, dans les pierres, donc évidemment beaucoup plus gros volume, ils allaient mettre dans des petites infructuosités comme ça un morceau de bois. Ils mettaient un petit peu en force le morceau de bois, et ce morceau de bois, ils allaient le tremper. Et en le trempant, le morceau de bois gonfle et allait faire éclater une partie de la roche qu'ils allaient après utiliser pour déplacer, pour faire le dolmen ou le menhir en fonction de ce qu'ils avaient besoin. Et la petite particularité, donc vous voyez cette roche qui est là, qui est celle d'origine, par rapport à celles qui sont à côté. Et celle d'à côté, mais il n'y a aucun trou. Si on prend celle-là, il n'y en a aucun non plus. Donc ça veut dire qu'on est là face à des roches, des cailloux, qui ne sont pas les mêmes, ceux-là ou ceux-là, qui ne sont pas les mêmes que ceux qu'on voit tout autour. Hein, vous les voyez tous avec les petites fissures partout au niveau de la pierre. Donc, qu'est-ce qu'on en déduit? C'est-à-dire que nos ancêtres sont venus, ont été chercher d'autres pierres, des pierres de granit, parce que c'est ça qu'on va aller chercher, parce que le granit va vibrer avec l'eau, avec le quartz, sa constitution, à peu près 25% de sa constitution. Donc ça va aller vibrer, et donc nos ancêtres ont été chercher ces pierres spécifiques, alors qu'ils en avaient à disposition ici, mais qui ne sont pas de la même nature.
pour aller ensuite les installer dans cet alignement-là. Dans cet alignement-là qui suit ce petit promontoire rocheux dans lequel on voit les marches pour pouvoir aller directement à son sommet, pour pouvoir dominer justement cette partie-là. On continue avec les alignements et l'eau souterraine, et là c'est évidemment l'objet de la géobiologie. L'objet de la géobiologie, c'est d'aller découvrir l'énergie tellurique, l'énergie de la Terre. Et dans l'énergie de la Terre, un grand élément, c'est l'eau. Et c'est pas parce que la mer monte qu'il n'y a pas de l'eau souterraine. Et donc on va aller voir ça en image évidemment sur ces alignements. Donc là, nous venons de voir justement avec les baguettes de sourcier qu'on a bien un alignement au niveau de cet alignement de ces menhirs, on a bien de l'eau souterraine qui va passer. Et l'eau de mer, lorsqu'elle va remonter, ne va pas empêcher cette eau souterraine de passer, qui fait des centaines ou des milliers des kilomètres et des kilomètres pour suivre son parcours. On continue maintenant sur le dernier point, pour essayer de déterminer pourquoi est-ce que les menhirs sont tombés. Et justement, là, on les voit, alors que ces menhirs font des poids considérables, hein. Le granit fait 5000 kilos au mètre cube. Et donc, par rapport aux pierres que vous voyez, que vous avez à côté de chez vous, elles peuvent peser entre, allez, on va dire, peut-être les petites 3000 kilos jusqu'à 10, 15, 20 000 kilos. 20 tonnes, donc des pierres qui sont quand même considérables. Et comment ça se fait que ces pierres soient tombées? Eh bien, on va aller voir tout ça en images. Et ce qui va nous intéresser, c'est la forme pour voir un peu comment est-ce que nos ancêtres, excusez-moi, comment est-ce que nos ancêtres arrivaient à enfoncer les dolmens. Et on voit que le socle est très mince, hein. Plus élargi, donc la partie plus élargie au sol et qui est tombée avec la partie plus fine sur le haut. Mais on enfonçait, hein, et là on le voit bien, les menhirs, les dolmens, les pierres qui constituent ces édifices ne sont enfoncées que de 20 à 30, voire 40 cm maximum, mais vraiment à une petite profondeur. C'est pour ça qu'ici, donc là où on a l'alignement, là on voit avec les différentes grandes pierres qu'on voit là, avec la force de la marée, dès que la marée est arrivée, avec le sable qui bouge, ils ont fait tomber, enfin la marée a fait tomber les pierres qui se sont retrouvées juste là, puis après elles bougent plus compte tenu de leur poids évidemment. Mais là c'est vraiment impressionnant d'arriver à voir ça. On voit bien des pierres qui n'ont pas été travaillées, hein. On voit ici que tout n'a pas été aplani pour que ce soit bien fixe au sol. On les met directement parce qu'on n'a pas encore les outils qui permettent de faire ce travail, qui est un travail laborieux pour cette pierre vraiment spécifique. Et enfin, pour finir, là, c'est une vision un petit peu plus globale qui va aller s'interroger comment est-ce qu'on trouve un lieu exceptionnel? Comment on va faire? Parce que l'idée, c'est pas forcément tous de venir à Karnak, mais d'aller voir un peu chez soi, autour de soi, ces différents éléments. Et là, Émilie va nous faire une petite démonstration de comment on va pouvoir trouver ce lieu qui est vraiment un lieu magique. Effectivement, c'est bien d'avoir des connaissances, c'est bien d'avoir des indices pour savoir où est-ce qu'on va aller prospecter, parce que la Terre est grande et la France aussi. Et que même une plage, ça peut être extrêmement grand. Donc oui, vous savez où vous allez, mais une fois que vous êtes sur le site, qu'est-ce que vous faites? C'est déjà pas mal de saluer. On pénètre pas une femme sans lui demander son consentement normalement. C'est un peu la même idée quand on rentre dans la mer, quand on rentre dans un élément, quand on rentre dans un lieu qui est sacré. Déjà, on s'incline devant l'œuvre des anciens, l'œuvre de la création, l'œuvre de Dieu si vous êtes croyant. Et après, effectivement, il faut être armé, et être armé, c'est une boussole et des baguettes. Vous pouvez aussi prendre un poids, mais plutôt un poids assez lourd, parce qu'effectivement, il y a un peu de vent en Bretagne, et il y a un peu de vent un peu partout en France aussi.
L'idée c'est, je salue, je rentre dans un lieu que je sais, parce qu'on m'a dit qu'il était exceptionnel. Et j'y vais avec l'énergie des enfants qui font je vais trouver un lieu merveilleux. Je ne sais pas encore trop comment, mais je vais me laisser guider. Je vais regarder, je vais avoir les yeux ouverts. Mais pas que. Encore une fois, on décale toujours son regard quand vous faites de la radiesthésie. On vous apprend à décaler votre regard pour ne pas être fixé sur l'organe de la vue qui est en lien avec le plexus solaire, qui est en lien avec notre personnalité et notre ego. Et parfois, effectivement, on ne voit bien qu'avec le cœur, dit Saint-Exupéry dans Le Petit Prince. On a besoin de cet organe-là et on a besoin de s'en détacher. De partir un peu loin et de se rapprocher tranquillement, d'aller avec les baguettes, effectivement. Où est l'alignement? La question, elle était simple. Hein. Où est l'alignement? On est arrivé dans les petits cailloux. On a vu qu'effectivement, c'était plus ou moins rapproché, plus ou moins en ligne. Et puis après, on laisse tomber, on regarde la boussole, on dit ok, le nord, le sud, il est là, l'est, il est là. Et je me laisse guider, et là, il y a du waouh. Et là, en fait, si on vous explique trop, on perd le bonheur de trouver par soi-même des choses extra paranormales. Bonne recherche!